Attends, c'était quoi notre intro qu'on... Bonjour Lucas. Non, notre intro, c'est la caméra surchauffe et on doit aller vite. C'est la vérité, il est 17h05. 17h05, il doit partir à 18h. Let's go. En réponse avec l'épisode dernier, on voulait vous donner 10 conseils que nous ont appris nos premiers documentaires. De base, c'était celui-là, le vrai épisode documentaire, mais on a préféré d'abord raconter nos premiers pas et tout. Comme ça, vous avez vraiment tout et on n'a pas besoin de replacer de contexte. On a besoin de raconter les anecdotes. Vous savez ce que ça représente pour nous. Vous savez dans quel contexte ça a été fait et tout. Enfin, vraiment, vous avez tout maintenant. Si vous l'avez pas, allez écouter le précédent épisode. Et le premier que j'avais noté, c'était que, en fait, je me suis rendu compte et j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, pour celles et ceux qui l'ont vu. C'est vraiment, tu te rends compte au moment de la publication que l'histoire, elle prévaut sur tout, quoi. Et en fait, toutes les fois où tu te prends la tête sur la qualité de l'image, sur même la qualité du son parfois, tant que ton histoire elle est bien racontée, que tu mets les bonnes émotions, que, je sais pas moi, le choix de la musique est bon, que les niveaux sont bons, le niveau de tension, sont bons, tout va bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, moi, avec l'œil un peu plus monteur, le montage est si important. Mais si important, pas dans le... Il faut savoir faire des effets. Si important, il faut maîtriser. En fait, c'est ça qui est fou avec le documentaire, c'est que je me suis rendu compte à quel point le montage a porté tout mon manque de matériel et tout mon manque de cadrage. Mais toi, t'es magicien. Alors, mais non, c'est pas ça. Le montage est fou quand même. C'est pas parce que je sais faire des trucs after dans mon... Il y a quasi rien dans mon montage motion design dans le docu d'Ulysse. Mais c'est parce que j'ai appris à faire correctement mes Magic Cut, à maîtriser mes musiques, que j'ai appris à sélectionner correctement les musiques dans des TikTok et tout. Et en fait, au montage, tu vas avoir la courbe de... Tu vas apprendre à faire plein d'effets. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à en mettre moins parce que tu vois que c'est pas utile. Et tu vas commencer à apprendre le sound design à ce moment-là. Et le storytelling. Et en fait, tu rejoins un style de montage docu. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. Mon premier, c'est il me faut des coups de pied aux fesses. Surtout là, sur le deuxième documentaire de Charlie, j'ai mis du temps à le monter, quoi. Genre là, on est en juin, je viens de rendre la V1. Fin de tournage quand ? 23 décembre. On est sur un semestre de... Une sorte de petit mois de pause que j'ai eu en janvier. C'est toujours bien de faire un petit mois de pause avant d'attaquer le montage. Mais en fait... Ah ouais ? Attends, ça c'est un vrai débat, ça. Parce que moi, j'étais forcé à prendre ce mois de pause après mon tournage. Et je crois qu'il y a une partie de moi qui aurait voulu enchaîner, en fait. Arriver un mois après et revenir sur ta timeline, tu sais plus ce qui s'est passé. Enfin, c'est plus aussi frais, quoi. Ouais, mais moi j'ai besoin de ces moments de pause un peu. Après, moi je l'ai pas totalement délaissé pendant le mois où j'étais en Thaïlande. Hein. J'ai commencé à avancer dessus, j'ai quand même fait 14 minutes. Donc en fait, c'est l'un des moments où j'ai le plus avancé aussi. Le docu d'Ulysse, ça s'est passé comme ça. J'ai mis du temps, il m'a mis un petit coup de pied aux fesses la première fois, mais jamais rien de méchant, juste en mode il va falloir la rendre. J'ai rendu la V1, ensuite il m'a donné les retours, j'ai un peu fait tarder les choses, et après il m'a redonné un petit coup de pied aux fesses en mars, et j'ai réussi. Parce que t'avais pas de deadline. Ouais, et Charlie, c'était encore pire. Ulysse, il fallait vraiment le rendre rapidement parce qu'il avait fait tous ses posts sur LinkedIn et du coup il y avait la hype, il fallait profiter de la hype. Là Charlie il a pas trop communiqué dessus, enfin il a communiqué sur sa tournée mais il n'y avait pas cette hype du docu parce qu'on l'a gardé un peu caché. De base le docu est pour promouvoir sa tournée à Paris qui devait être en mars, avril et tout. Donc il devait être prêt pour mars. Et en fait, elle a été décalée à septembre. Et donc du coup, on est en mode, c'est bon, c'est large. Sauf que là, Charlie, il m'a dit il y a une semaine, il m'a dit, il faudrait que ça soit prêt pour le 10 juin. Et moi, j'étais en mode, il me reste... En vrai, j'avais quand même pas mal avancé avec le temps quand même. Quand même, en 3-4 mois, j'ai quand même bien pas mal avancé. Mais j'ai remarqué à quel point, quand il m'a mis une deadline comme ça, j'ai pris tous mes projets, donc tout ce qui est formation, mon alternant, tous mes side projects et mes projets de montage, j'ai fait tous mes calls, tous mes... Tout est question de priorité. J'ai mis en pause un mentorat même, j'ai fait pause. Une semaine, je suis sur mon docu. Il n'y a plus rien qui compte. Ouais. Et en réalité, j'ai quand même fait d'autres choses. Parce que dedans, deux fois, j'ai besoin de pause et tout, mental. Et c'est fou à quel point te mettre une light, t'es en mode, j'ai pas le choix, je suis obligé de caler, tu vois. Alors que quand j'avais pas la deadline, c'était vraiment un projet secondaire, alors que ça devrait pas, tu vois. Ouais, c'est toujours comme ça. Il me faut des coups de pied aux fesses et des deadlines. Et maintenant, je vais mettre des deadlines quoi qu'il arrive. Je vais dire quoi qu'il arrive. Ouais, et tu essayeras les fake deadlines, genre de toi à toi-même. Moi, ça n'a jamais fonctionné. J'en avais et ça n'a pas fonctionné pour celui-là. Mais Charlie, maintenant, il est au courant. Si on en fait un autre avec Charlie, je sais que Charlie va dire. Il va me mettre une vraie deadline. Vaut mieux que ce soit demandé par le client, quoi. Ouais, c'est ça. Et que plutôt on en parle en amont, mieux c'est. Et après, si tu ressens trop de stress, si tu sens que c'est impossible, que tu vas devoir faire des grosses nuits et tout, et que ça te fout vraiment mal, je pense que c'est bien de quand même dire au client. Si le client t'a mis oui, bien sûr, évidemment, tu dis au client, je peux pas là. Oui, complètement. Belle illustration de la loi de Parkinson. Tu vois ce que c'est ? Non. La loi de Parkinson a dit que en fait, que t'es 6 mois ou 6 semaines pour faire un projet, ce sera toujours dans les derniers moments du projet que tu vas avancer le plus. C'est une courbe de productivité où... C'est une courbe de vitesse. Je la vois la courbe de vitesse sur Premiere Pro. Ok, je la vois. Quel est ton deuxième conseil ? J'avais noté d'arrêter d'avoir la bougeotte. En fait, anecdote pas très cool. En fait, il y a beaucoup trop de rush dans mes archives où je bouge. Je prends la caméra comme ça là, et je sais pas, pour une raison qui m'échappe, je fais des petits travelling comme ça, des petits zoom in, push out et tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je sais pas, il y a ce truc un peu de les bons vidéastes multiplient les mouvements cinématographiques, des choses comme ça. Mais non, le plan fixe c'est exceptionnel et 90% du temps ça marche très bien. Je suis
d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que moi, il faut que j'apprenne à arrêter de trembler et tout. Moi, les 2 docus que j'ai fait, bah toi aussi en fait. C'est des docus très dans le mouvement. T'as pas le temps de poser la caméra et tout, surtout pour un docu sportif le premier. Ce que je fais, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, il faut imaginer la caméra derrière. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Des fois. Et bouger en plein docu, en pleine prise de plan sur Charlie. Ouais, mais c'est du sport. Non, même sur Charlie, quand il me parle dans le Airbnb, des fois, ça m'arrive de faire. Ok Charlie, vas-y redis-le. Pendant ce temps qu'il parle, des fois je fais des comme ça. Alors pas autant. Hein. Je fais ça, j'attends. Mais ouais, je vois les plans. Ok, ça c'est un truc que t'aimes bien. Non, je le fais naturellement et je sais pas si je dois l'arrêter, mais j'aime bien. Mais je pense que c'est une question de style aussi. Moi c'est un truc que... Tu me diras sur le deuxième quand c'est un truc que je me refuse de faire, tu vois. De changer la valeur du plan. Ah, je te comprends. Mais si c'est ton style, go. En tout cas, arrêtez de... Ouais, le plan fixe à mort. Enfin, quand je dis plan fixe, c'est vraiment ne pas bouger, quoi. C'est pas se mettre sur un trépied. C'est juste prendre, shooter. Éviter de faire des mouvements pour rien. Ouais. Un moment d'action où t'es sur un documentaire, tu sais, dans un van et tout, c'est pas grave que ça bouge, tu vois. C'est même voulu, tu vois, c'est bien. Je parle vraiment des mouvements cinématographiques, là. Ah oui. Ça ne sert à rien. Pour le côté un peu plus business, facturer le temps de réflexion, en fait, ça vaut pour le montage. En général, faut facturer le temps de réflexion et dans un docu, t'as beaucoup plus de temps dans ta tête parce que tu construis une histoire que quand t'es sur un TikTok où t'as déjà le script et tout, mais t'as quand même des temps de réflexion, tu vois. Il faut facturer ce temps de réflexion, je pense, parce que c'est un temps où tu fais pas autre chose à côté. C'est un temps où t'es en train de regarder ton mur, où t'es en train de tourner dans ta pièce. C'est ça qui m'a fait penser parce que récemment, du coup, j'étais en train de monter la conclusion du documentaire et j'ai une musique de fin et je la kiffais. J'étais en mode ok. Et après, je me disais finalement, je vais pas mettre elle en fait parce que je visualisais le montage et je m'enjaillais sur la musique. Je l'avais réécouté 3-4 fois. J'étais en mode ok, à partir de ce moment-là, je vais mettre ce passage, ça, ok. Et après, j'essaye, je fais peut-être pas ce plan finalement. Et en fait, c'est des temps de réflexion en fait, plus que des temps d'action en fait dans le logiciel. Donc, je pense que au montage, faut facturer le temps de réflexion. Au tournage, un peu aussi, je pense, et le temps de préparation aussi. Mais ça veut dire que tu traques le temps pendant lequel tu réfléchis. Toi, tu traques ton temps d'ailleurs? Je traque mon temps, ouais. Moi, je traque pas du tout, tu vois. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai filmé quasiment toutes les heures de montage sur le docu de Charlie. Ah, trop drôle. Ouais, je me suis dit, au cas où, si j'ai besoin, au bout d'un moment, de montrer une technique ou faire un timelapse. Ah ouais, toi, t'aimes bien faire des gigas de rush comme ça, quoi. Ouais, c'est parce que t'as une méthode de facturation après coup. C'est-à-dire que tu fais et voilà, ça coûte tant. C'est différent que... Parce que j'essaie d'appliquer ton conseil à ce que je vis actuellement là. Là, non, en fait, on est en train de faire un contrat, en train de faire un devis. Elle a un budget, ma cliente, et on essaie de se caler le plus de choses possible dedans, quoi. Non, je vois, c'est différent. Mais en tout cas, moi, c'est le truc que ça m'a appris, quoi. Que j'ai le droit de facturer le temps de réflexion. À l'époque, je le faisais pas trop, mais pour les docus, j'ai le droit. Et c'est bien de prendre des pauses aussi, j'ai appris ça, parce que la charge mentale... Il y a des moments en montage, en fait, c'est surtout quand tu construis l'histoire et que tu fais une sorte de dérush et tout, et que t'es en train de prévoir comment va se passer ça, tu vois, enfin ce passage-là. En fait, ça te prend une charge mentale et après, je suis obligé de prendre une pause pour ensuite revenir et placer la musique et le plan, tu vois. Un peu lié au conseil d'avant, mais j'ai trop de rush dans mes archives. Trop de rush. J'ai trop shooté. Et je pense que c'est dû au fait que, j'en parle un peu dans l'épisode d'avant, mais c'est très run and gun. Et du coup, t'as envie de choper la moindre chose qui se passe, même quand c'est pas super intéressant. Sauf que on se rend pas compte, on a vraiment cet esprit de plus je shoot, mieux c'est, parce qu'en fait, tu vas piocher de la matière et en fait, tu verras au montage comment tu fais le tri. Tout le temps qu'on perd à shooter pour rien au tournage, on le perd en double montage. Et c'est un truc que j'aurais voulu changer, dans le sens où ouais, je shootais trop, quoi. Ouais, mais faut être prêt à shooter à n'importe comment, quoi. Parce que moi, il y a des fois où j'ai démarré ma caméra trop tard, où j'ai essayé de choper des câlins que j'ai pas réussi à choper, tu vois, sur un câlin d'après spectacle entre Charlie et son régisseur. Bah, je peux pas, tu vois, enfin, genre... Ouais, mais ça, en fait, c'est lié au fait... Ouais, je comprends. Donc, vaut mieux des fois shooter, mais je suis d'accord. Moi, il y a eu des séquences entières que j'ai dû supprimer et je me suis dit, putain, là, je me taper 30 minutes de dérush pour une séquence que je vais... Exactement. Et ce temps perdu, moi, ça me rend fou. Ouais, mais c'est presque nécessaire, un peu. Si tu veux tout avoir. Mais globalement, ce que j'avais noté là, c'est que j'aurais voulu mettre plus d'intention dans mon tournage, quoi. Par contre, oui, il faut vraiment intentionner et pas juste dire film. Ah ouais. Moi, dire, est-ce que ça, c'est intéressant que je filme? Mais je pense que c'est l'erreur du débutant de base, quoi. Je sais que du coup, j'ai des fois moins fait l'erreur dans le docu de Charlie. Alors, j'ai eu plus de rush et j'ai eu plus de rush inutiles parce que globalement, je l'ai suivi sur 3 mois et pas sur 1 mois comme Ulysse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit, est-ce que c'est intéressant de filmer? Et il y a eu des après-mentières où j'ai quasiment pas filmé parce que je savais, dans le storytelling, on n'avait pas besoin. Et il y a des fois, je me suis trompé. Il y a une fois, je me suis trompé, je me suis dit, j'aurais bien voulu filmer quand même à ce moment-là. Bah, moi, typiquement, en fait, vu que la typologie du documentaire, c'est 10 jours, 10 villes, 10 conférences. En fait, une conférence, que ce soit à Marseille ou à Toulouse, c'est la même chose, tu vois. Et j'ai des choses très redondantes. Et en fait. Ouais, mais pareil, par exemple, regarde. Moi, il y a 30 dates de spectacle dans le docu de Charlie. T'en as shooté combien? Sur les 30 dates, je crois, il y a au moins 15. Je sais pas, je sais juste qu'il y a beaucoup. Et il y a beaucoup de fois où c'est la même chose. En plus, c'est le même spectacle, quoi, ouais. Mais, du coup, à chaque fois,
fois, je monte le passage musical un peu différemment. Et à chaque fois, il y a une autre émotion. Chaque spectacle ne raconte pas la même émotion parce qu'il n'a pas tout le temps fait la même performance. Et des fois, il a fait une performance classique. Donc, j'ai mis une musique qui donne cette impression de c'est classique, tu vois. C'est un spectacle de plus. Et il y en a d'autres où c'est des spectacles un peu importants parce que soit il se foire et c'est un mauvais spectacle, soit c'est un spectacle où il a tout cassé. Et du coup, la musique va avec et le montage va avec. Et surtout, le plus important, je pense, dans ce genre de moment, moi, en montage, j'ai fait en sorte que le avant et le après collent avec cette intention-là, tu vois. Parce que certes, au moment du spectacle, quand je monte les rushs, ça se ressemble, mais il faut que le build-up avant, il soit en accord avec ce que je veux dire, tu vois. Et c'est le build-up qui va faire que les gens n'ont pas l'impression de revoir un énième spectacle. Ouais, ça. Les interviews pour le storytelling, c'est bien. Je sais qu'il y en a qui tournent, tu sais, ils partent en expé, je sais pas, ils font un challenge vélo, tu vois. Ils filment leurs émotions pendant, et c'est bien. Mais je pense que t'as quand même besoin de filmer une interview. D'un fil conducteur. D'un film conducteur que tu crées à la fin, parce qu'il y a qu'à la fin que tu sais ton truc. Par contre, tu peux faire des interviews avant, pendant, évidemment, et jongler comme toi t'as fait. T'en avais une avant, t'en avais pendant, etc. Au moins juste vous posez votre cam face cam, vous travaillez un peu votre décor, votre son, on en parlait dans un autre épisode, et au moins vous retracez toute l'histoire. Moi, c'est ma technique en tout cas. J'écris toute l'histoire pendant ce temps que je filme le docu, sur un Notion, sur une note et tout ce qui se passe, et à la fin, je pose mon sujet devant la cam et je lui dis alors là, il s'est passé ça, raconte-le-moi. Et il me le raconte à la cam. Et ce qui est fou, c'est que du coup, après, tu peux jongler dans le storytelling de fou, quoi. Ouais, parce que t'as les images et du coup, t'as une voix off. Et du coup, quand il dit ouais, quand j'ai vécu ça, c'était trop d'émotions, tu mets l'image et l'impact est beaucoup plus fort. Après, par contre, chose qui manque, et que toi, Nico, tu fais plus que moi. Et chose que moi, il manque, c'est je pose pas assez de questions personnelles. Je l'ai fait sur le docu de Charlie, mais sur le docu du livre, je l'ai pas trop fait. Personnel. Pas axé sur ce qui s'est passé. Ah, tu vois, oui. quand là, je t'ai dit, je fais des interviews sur ce qui s'est passé, avoir des questions qui parlent aussi du personnel, de comment t'as commencé la création de contenu, je sais pas, des questions quoi. Comment tu t'es lancé dans ce sport de vélo, comment t'as découvert le vélo. Ah, mais je me demande, la question que j'ai qui me vient là, c'est à quel point ta méthode s'applique à des choses très chronologiques, le début de la tournée jusqu'à la fin de la tournée. Ouais. Alors qu'avoir des questions sur des thèmes, ça applique plus. Je pense déjà à mes futurs docus, à horizon 3 à 5 ans même. Je me demande à quel point, quand tu veux traiter d'un sujet deep, il te faut une chronologie pour réfléchir comme ça, je pense. Mais est-ce que chronologie ou juste message, ou essayer de faire les deux en même temps? Est-ce que ce serait pas la fusion de nos deux méthodes qui serait la non, moi pour le coup, j'ai pas trop de méthode. Moi, tu vois, l'interview que j'ai pour le Brick Tour, elle est faite bien avant le Brick Tour. Et le jeu que j'ai fait, c'est que moi, j'avais 2 interlocuteurs et en fait, j'ai posé les mêmes questions incessamment. Enfin, oui, j'ai fait et pareil en fait, ouais. Et c'est trop bien de pouvoir faire des ping-pong comme ça. J'avais noté ce conseil qui est d'écrire son documentaire avant le tournage. Et toi, tu m'as dit, je suis pas d'accord. Et du coup, j'ai mis débat sur notre petite note. Quand je dis écrire, moi, j'aime bien avoir une liste de plans et avoir une sorte de storyboard prédéfini, quoi. Alors que toi, pas du tout. En fait, quand Charlie me dit je vais faire une tournée des spectacles, je sais pas comment ça va se passer. Par conséquent, je peux pas prévoir. Je peux pas réfléchir à un truc de. Moi, tu vois, c'est trop marrant. Je pourrais faire l'exercice mental de si Charlie m'avait recruté moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et je serais parti tout de suite dans ce truc de pourquoi je fais ça, comment j'ai grandi, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je vais chercher chez les gens. Ouais, il y a eu un peu ce truc, mais sans trop l'être. Ouais. Et en plus, ça a changé en cours de route. En fait, on a pris une des morales. En fait, il a changé 3-4 fois de morale, Charlie, pendant sa tournée. Quand tu dis morale, c'est quoi? De son spectacle. Okay. Il a travaillé son fond et en fait, son spectacle a évolué tout le long de sa première tournée. C'est une sorte de tournée de rodage. Et en fait, j'ai pris une des premières morales qu'il avait prises parce que c'est plus du tout la même que celle qu'il a actuellement, mais qui est pas super loin parce que depuis le début, il se cherchait en fait. Et toutes les morales qu'il a essayées, en fait, allaient vers la morale qu'il voulait en fait au final. J'ai pris cette morale, mais je l'ai pris en cours de route. Par contre, effectivement, on voulait raconter déjà un truc. On est parti du principe qu'on sait que c'est ses premiers pas, donc on veut qu'au début, c'est un novice, il sait pas comment faire. À la fin, il sait comment faire. Je veux pas trop tease pour rien, mais à la fin, en fait, il sait pas vraiment comment faire. Mais oui, on a commencé à préécrire, donc je suis pas totalement pas d'accord, mais pour moi, faut pas non plus tout écrire parce que faut laisser place à l'histoire, tu vois. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai fait mes 2 premiers, tu vois. Oui, c'est clair. Ça dépend beaucoup du sujet. Ouais. Si tu veux parler de la reconversion professionnelle. Ça s'appelle une perche. Ça s'appelle une perche. Là, je pense que comme tu prévois ton sujet à l'avance, tu sais à peu près comment ça va se construire. Ouais. Je pense que tu peux beaucoup plus écrire. Là, actuellement, je suis dans la phase d'écriture. Là. On est en mode planification à fond, quoi. Quand tu suis un événement, une aventure, c'est différent. L'aventure, tu sais pas comment elle va se passer, quoi. Donc, tu sais à peu près vers où tu vas aller et ensuite, tu laisses le truc se faire. Ce serait hyper intéressant d'avoir des retours de gens qui ont déjà fait des docus, s'ils ont écrit avant ou après le tournage. Donc voilà, c'est pas trop un conseil. Pour moi, c'est avant. Ça dépend vachement du sujet. 8e conseil, avoir des personnages forts. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, c'est caricatural, mais c'est le fait d'écrire une histoire. Si t'as des personnages qui ressemblent à d'autres personnages dans ton histoire, ça devient barbant. S'ils sont un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, ça peut être barbant, à part si c'est volontaire, et que tu veux vraiment le faire ressembler à Monsieur Tout-le-monde. Mais dans ces cas-là, il est plus si Monsieur Tout-le-Monde que ça, parce qu'en fait, il a vraiment son caractère fort, du coup. Son caractère fort, c'est d'être Monsieur Tout-le-Monde, tu vois. Donc tu vas accentuer ce trait. Je le dis parce que moi, en tout cas, c'est ce que mes premiers documentaires m'ont appris. Pour le premier, il y avait Ulysse.
Ivan et Jojo. Ulysse, c'est le côté très froid, très carré, qui va te storyteller le documentaire comme il faut et te dire les facts. Ouais, pour le coup, l'identification, elle est nulle avec lui. Genre, je m'identifie pas du tout à lui. Mais t'es content qu'il est là parce qu'il vient te Ouais. donner ce côté sérieux, ce côté, ok, on va de Ouais, A il à est Z. essentiel à l'histoire, c'est clair. Ivan vient te rajouter le côté touchant. T'as l'impression que c'est toi, tu peux t'identifier. C'est pas un influenceur, voilà. Et Jojo, c'est vraiment le côté touchant. C'est le côté le coach, c'est le côté le grand frère qui s'est fait sauver par Ulysse et Ivan et qui a indirectement sauvé Ivan et Ulysse, enfin qui se sont entraidés. Et il vient te rajouter le côté ultra touchant du coach qui est au final dur en entraînement, mais ultra sensible à l'extérieur. Il vient aussi donner ce côté monsieur tout le monde aussi. Parce que Ivan s'en sort bien devant la caméra, ou en tout cas plus que Jojo. Jojo, tu sens qu'il a vraiment pas l'habitude, que c'est pas son truc. Et pourtant, il est si naturel que du coup, ça te décuple ses émotions, quoi. C'est lui qui fait pleurer les gens dans le docu, quoi. C'est lui qui fait mettre les larmes à l'œil. Donc c'est génial. Et dans le documentaire de Charlie, mes personnages forts, c'est Charlie, évidemment. Mathis, son régisseur, son cousin. Donc il y a un lien de parenté, c'est cool. Et il y a moi. Et en fait, la relation Charlie-moi dans le docu est exclusivement des blagues. Toutes les blagues du docu, c'est moi et Charlie. Et le côté Charlie et Mathis, c'est le côté travail, le côté recherche de fond, tout le côté sérieux du documentaire. Et t'as vraiment deux pans comme ça. T'as le côté pas trop sérieux du docu qui vient te donner un peu de légèreté. Et t'as le côté très sérieux du docu qui vient d'être ajouté par Charlie et Mathis. Et le côté un peu émotion par Charlie et Mathis parce que c'est des cousins. Ils ont des petits moments émotionnels assez sympas ensemble. Et du coup, j'ai des relations et caractères forts. Tu savais que t'avais ces personnages-là avant de tourner la première image ou Non. ça s'est fait Tu le sais, après ouais, tu le sais. Moi, je pars de rien. J'ai juste le projet, le message à peu près que veut dire le projet, et je pars. Mais par contre, pendant le docu, j'arrête pas de réfléchir. Pendant le tournage, j'arrête pas de réfléchir. Par contre, je le construis pendant ce temps, tu vois. Donc voilà. Est-ce que toi, t'avais des personnages forts? En fait, j'avais Valentin et Kylian, c'est les deux protagonistes du projet, le défi brique, etc. Le documentaire était vraiment un documentaire initialement pour le défi brique, pour le Brick Tour, pour le Tour de France, etc. Et moi, ça me paraissait logique de faire un documentaire sur eux deux, de n'être que le réalisateur. Et en fait, sur la V1, ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait un creux, quoi. Il y avait un vrai manquement où, en fait, on n'arrivait pas à s'identifier à Kylian et Valentin parce que tout le monde ne fait pas des Tours de France, quoi. Enfin, c'est hyper dur de s'identifier à quelqu'un qui va soulever des fonds, qui va réserver un van, qui va réunir des gens pour des conférences, tu vois, c'est un peu lunaire. Ouais, et puis le message du docu, c'est un peu oser vous lancer, sauf qu'eux, ils se sont déjà lancés. Et Ouais, c'est exactement. eux le porteur du message, mais c'est pas eux enfin, tu peux pas t'identifier. Et du coup, en fait, il y a un gros manquement que j'ai dû combler. Ouais, j'étais un peu contraint à ça, en mode, en fait, Nico, tu es le lien entre celles et ceux qui vont nous regarder, Valentin et Kylian. Donc en fait, finalement, il y a 3 personnages, dont moi qu'on ne voit jamais, qui ne fait que narrer et être en voix off. On a presque l'impression d'être en POV, je m'en rappelle. Oui, exactement. Je Et à la te fin, l'avais ça dit, donne ça. un vrai truc point of view. On suit l'aventure de 2 personnes qui sont plus avancées que nous à travers mes yeux. Excuse-moi de te couper. Ouais, tu Mais vois. t'aurais pu tellement accentuer le truc de POV, genre mettre vraiment des plans quasi Ah ouais. POV. Et t'aurais pu, si tu l'avais raconté en chronologie, vraiment, on aurait eu vraiment cette impression Ouais. de. Mais ça, tu vois, on c'est l'a déjà, arrivé au donc c'est montage. cool. C'est arrivé vraiment au montage. C'est vraiment arrivé à la fin, en mode bah là, il manque quelque chose. Et du coup, j'ai dû écrire des voix off, les tourner. Parfois, le personnage, ça peut être nous en tant que Les réel. voix off, c'est super puissant. J'ai dit les interviews, mais les voix off, c'est bien parce que les interviews, tu peux. En faire des voix off. Ouais, déjà, mais en fait, les interviews, tu les fais avant le montage. Alors, tu peux les faire pendant le montage Ah si t'as oui, le oui, je budget, que tu peux revoir les personnages et tout. Mais des fois, tu peux pas, et c'est beaucoup plus galère. Donc, les interviews, tu les fais soit à la fin du tournage, soit pendant, soit avant. Mais les voix off, tu peux vraiment les inclure à n'importe quel moment, même après une V1. Et c'est ça, c'est beau. Ça. Ouais, c'est fort. Et Ouais. c'est super puissant. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir des plans pour l'illustrer. Comparé à l'interview, où si t'as pas de plan, c'est moins grave. Dernier conseil pour moi, c'est un souvenir qui est pas très cool, mais j'ai mis attention à l'énergie du groupe, à tes sujets, à tes assistants. Si un jour on a la chance d'en avoir, faut se rendre compte qu'un tournage c'est très énergivore pour tout le monde, d'autant plus sur un Tour de France de 10 jours. Et je parle de ça, j'ai en tête une interview d'1h05, je vois très bien, qui est trop bien. On dit plein de belles choses, sauf qu'ils sont fatigués. Et en fait, tu les sens, ils en peuvent plus. Tu vois, j'ai fait ça le dernier jour, un peu comme toi, dans l'idée de résumer ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, mais ils sont au bout du roulax. Genre, ils sont avachis. T'as fait ça le dernier jour? Il fallait peut-être attendre 2-3 jours Mais en fait, on pouvait pas. On se dispatchait, moi je retournais chez moi, Valentin avait un mariage le lendemain, enfin, c'était n'importe quoi, on n'aurait jamais pu se revoir. Et je me demandais d'ailleurs à quel point c'était judicieux de se revoir X mois après, mais bon, pour des questions de budget, ça s'est pas fait. Mais ouais, attention à l'énergie du groupe. Quand on planifie un tournage, il faut vraiment avoir en tête, ok, dans quelles conditions ce sera, est-ce qu'ils seront reposés, est-ce que ce sera après un rush de X temps, enfin voilà, attention à Là, pour l'énergie te du groupe. rejoindre aussi, réussir à choper les moments où ton sujet il est pas occupé parce que moi, Charlie et Ulysse, ils étaient ultra occupés par leur truc. Charlie moins parce que c'était sur la durée, il y avait moins de choses à faire, c'est pas un entraînement de Muay Thai ultra fatigant, mais il y a quand même ce truc de faut réussir à choper les moments où tu peux les avoir quoi et leur parler parce qu'il y a eu des moments où tu dois juste les suivre. Moi aussi j'ai fait l'interview là de Charlie le dernier jour et lui aussi du coup il était un peu en manque d'énergie mais ça va. Alors moi, c'était inutilisable. Tu sens qu'ils n'arrivent plus à réfléchir. C'est fou, hein.
mais ce qui est normal hein, après 10 jours de conférence, mais ils arrivent plus à réfléchir quoi. Oui, parce que moi pendant l'interview, il a pas réfléchi, Charlie. Il était en mode vas-y, je te suis Armand, guide-moi. Et moi j'étais en mode bon bah là, alors il s'est passé ça à Rouen. Et là ça lui rappelait les souvenirs et du coup c'est heureusement que j'avais ce fil conducteur que j'avais créé. Peut-être que aussi j'ai été bon à les stimuler etc. Mais j'ai dû jeter l'interview quoi. 10e et dernier conseil. Ça coûte cher. C'est tout, ça coûte cher un documentaire au freelance et à l'auteur. Vous faire payer les premiers documentaires, c'est très dur. Moi j'ai été payé, mais ça a été dur j'ai pas été payé autant que si vraiment c'était une grosse prod et tout, tu vois. S'il y avait eu des partenaires et tout dans la vidéo, j'aurais pu être mieux payé. Je suis transparent là-dessus. J'ai pas été payé autant que j'aurais dû. J'ai pas été sous-payé non plus. J'ai été payé suffisamment correctement pour que je suis d'accord avec tout ça. On parlait des 6 conseils concrets la dernière fois avec l'avoir le portfolio et tout. Ça fait partie du truc d'accepter de faire des réductions quand c'est des nouveaux projets et tout. Dans le monde du montage, ça se fait beaucoup. Par exemple, dès que tu travailles avec un gros youtubeur, si le gros youtubeur, donc Thibaut InShape, Joyka, les gros quoi, te paye moins cher que ce que t'aurais aimé, ou alors pour la première vidéo tu leur fais moins cher, c'est pas très grave parce que tu sais qu'il y a le côté t'entres un gros nom dans ton portfolio. Donc il y a ce côté là, tu vois. Ça arrive pas tout le temps, mais des fois ils ont pas assez de budget et toi, ou alors toi tu te donnes trop sur la première vidéo pour leur plaire, mais c'est pour le côté portfolio. Et bah là c'était pareil pour mes 2 premiers documentaires un peu. J'ai fait des réductions, etc. J'ai quand même eu suffisamment d'argent pour vivre, donc c'est cool. Ça peut quand même coûter cher au freelance et ça peut coûter cher aussi à l'auteur, on en parlait. Voilà, c'est des entrepreneurs, c'est des créateurs de contenu, ils ont pas les sous d'une grosse boîte de prod et du coup s'ils veulent pas faire de partenariat, ça peut très vite piocher dans leurs réserves et piocher dans leurs sous. Et dites-vous qu'il y a tout le tournage, que des journées de tournage, je me dis si je me trompe, j'ai souvent entendu 360 € la journée à peu près, ou 300 € la journée en tant que débutant. En tant que débutant, ouais, débutant. Quand tu suis un mec pendant 3 mois, je vous laisse faire le calcul, ça peut revenir très 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 cher hein. Et ensuite il y a le montage derrière. Moi par exemple actuellement je suis à 40 € de l'heure et c'est très bas pour mon niveau. Voilà, 40 € de l'heure, dites-vous, dans tout ce qui est copywriting, toutes les compétences entrepreneuriales, c'est bas quoi, 40 € de l'heure. Les coachings ça commence à 100 €, etc. T'as été choqué même toi la dernière fois, oui, complètement. Quand il a su mes prix de coaching, il est en mode bah c'est trop bas. Mais c'est juste parce que dans le monde du montage pour youtubeurs sur internet ou pour créateurs de contenu, les monteurs sont vraiment sous-payés, vraiment c'est vraiment très bas. Ce qui est pas normal, on ce dit qui est ça, pas normal, mais c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment pas normal. Mais du coup je suis à 40 € de l'heure actuellement, ça va augmenter parce que j'espère réussir à faire élever avec mes collègues monteurs seniors, élever les prix. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que tu passes 60 heures en montage, 60 € fois 40, ça peut aussi revenir très cher. Donc ça coûte cher. Ça m'évoque une chose que je réalise depuis très peu d'ailleurs, c'est que en tant qu'entrepreneur / freelance, on a trop des fois la logique héroïste, return of investment, retour sur investissement, en mode, moi je pensais très cash, tu vois. J'estime combien de temps ça va me prendre, je suis TJM temps, donc ça va coûter tant. Et donc je me fixe un seuil mental en mode, si la cliente ou le client, il est en dessous de ce prix, c'est un non. Sauf qu'il y a autre chose que le cash. Et effectivement, on parlait de portfolio et de valeur perçue, etc. Il y a autre chose que le cash. Moi, j'appelle ça le capital. C'est-à-dire toutes ces choses qui font grandir ta boîte, grandir tes projets, qui ne se traduisent pas directement par des zéros en plus sur ton compte en banque. Et en fait, effectivement, si ton but, c'est de faire le meilleur documentaire à horizon 10 ans, évidemment qu'il va falloir accepter des premiers documentaires qui sont sous-payé, j'ai pas de mal à dire ça. Après, c'est à toi de bien gérer, de pas te mettre dans la merde financièrement, évidemment. Mais au début, je vois pas comment, dans quel monde, on est très bien payé pour un documentaire, quoi. Toi et moi, on s'est focus sur le montage du documentaire pendant le documentaire. Ça nous a mis à mal niveau finance, ou un peu mal. Moi, je sais que les 2 cas là actuellement, je suis sur la fin du docu de Charlie et finance, je suis pas super bien. Par contre, ça me libère parce que je vais avoir déjà la facture du docu de Charlie. Du coup, ça me c'est du freelancing de base, mais accepter des projets sous-payés, c'est pas non plus, ça fait mal, non seulement parce que c'est pas bien payé, mais aussi parce que ça bloque du temps et qu'on peut pas se rémunérer avec d'autres projets, quoi. Donc vraiment, c'est à double tranchant, mais si vous avez une vision sur X années, donc à horizon 5 ans pour moi, et que j'ai envie de faire mon trou dans ce marché du documentaire, alors évidemment que c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre. Bon, moi j'ai la chance d'avoir été bien payé sur les 2 documentaires que j'ai, c'est juste moi que au taux horaire je me suis mis dans la merde parce que j'ai passé trop de temps au montage, chose que j'aurais pu compresser. Parce que t'avais un prix fixe et que t'étais pas en taux horaire. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'on a 2 modèles de tarification très différents. Moi, ce qui est sûr qu'au montage, c'est comme je suis payé mon taux horaire, je peux pas. C'est le cadrage où j'ai beaucoup plus de mal, mais Moi, on me donne un budget et j'essaie de caler tout ce que je peux là-dedans. Ouais, mais c'est logique. Et après, c'est ma liberté ou pas d'abuser, de travailler plus. Ça fait baisser le taux horaire. Faut pas trop en abuser sur ce sacrifice-là. Je suis d'accord, tout le côté portfolio et tout, ça compte, mais faut pas trop en abuser parce qu'après, tu crées une spirale infernale. Et c'est ce qui s'est passé chez les monteurs parce qu'on était des jeunes qui se lançaient avec leur propre ordinateur. Ouais, ça tire tout le marché vers le bas. Ouais. Déjà, on n'était pas éduqués et en plus de ça, ça crée une spirale de maintenant les nouveaux, forcément.
forcément, ils se sentent pas légitimes et ils sont en mode, je préfère descendre un peu mes tarifs et avoir des clients. Putain, j'ai des propositions à moi, c'est fou. Il y a tout le monde qui veut monter mes vidéos, je sais pas pourquoi, mais j'en reçois peut-être 3-4 par semaine. C'est des prix dérisoires. Genre, faut vraiment comprendre, ça c'est un message pour les monteurs et monteuses qui prospectent. En fait, il y a des prix à partir duquel on ne regarde même plus, on répond même plus, quoi. Mais genre, je te monte ta vidéo pour 50 €, mec, non. Et en fait, ça vient indirectement de plus en plus. Alors avant, les influenceurs en profitaient, c'est les créateurs de contenu, et c'est logique, je les comprends. Moi, je les comprends pas. Ouais, bref. Ça, c'est un bon débat. Quand je veux dire je les comprends, c'est que même eux, ils étaient pas éduqués. C'est ça que je veux dire. Tu sais que le début de YouTube, même eux, ils étaient pas déjà éduqués à correctement justifier leur charge d'entreprise, tu vois. Oui, c'est vrai. Au début, c'était ça. Donc c'était un peu la jungle. Mais maintenant, voilà, quand tu reçois une demande comme ça, tu sais que le gars, il est pas bon derrière, quoi. Ou il est pas forcément très pro parce qu'il te propose un tarif qui normalement devrait pas proposer. Ouais, je te dis, je regarde même pas son niveau, quoi. Je regarde même pas son niveau. C'est qu'il y a vraiment ce truc de valeur perçue et de, je sais pas, je suis prêt à me sous-payer pour toi. C'est malsain de ouf. J'ai déjà eu ça. Je peux faire des TikTok pour 10 €. Non mais arrête, si tu te fais du mal. Ça dépend quel type de TikTok. Moi, je peux t'en faire pour 10 €, mais il y aura pas grand-chose. Donc voilà, 10e conseil, ça coûte cher, effectivement. On n'est pas les seuls. Le docu, ça attire. On est beaucoup à en vouloir faire une carrière ou un projet phare de notre vie, quoi. En tout cas, moi, c'est le cas. Et il faut faire les choses étape par étape. Ah, moi, je veux continuer, ouais. Moi, je vois pas une année sans documentaire. Moi, je suis déjà sur mon 2e, là. Ouais, moi, j'en ai un mini et un gros. Et je trouve que par an, c'est très bien. C'est bien, en plus des autres projets à côté, c'est parfait. Ouais, parce que c'est ça, on fait pas ça full time, quoi. Et on va continuer d'en faire, mais je pense que tu peux pas en faire plus qu'un gros par an. Ça te demande trop de charges et tout. Mais plus je vais en faire, moi, je mange plus mon organisation de soir à carré à côté. Surtout, faut que l'argent suive après, mais j'en doute pas parce que c'est le fameux truc. Tu commences bas et après, voilà, ça suit, quoi. À voir. Franchement, j'aimerais bien discuter avec Samuel Durand de ça. Ouais. Genre le business plan qu'il a, ce boy. On mettra les liens en description, mais... J'aimerais bien inviter Samuel Durand en podcast. En tout cas, on va réussir à être payé mieux. En tout cas, on va en faire un par an. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe, Nico, aux questions Instagram. Ouais, parce que toi, tu y as pensé. Parce que j'y ai pensé, il a pas fait la story. Et si vous voyez maintenant ce zoom sur la tête de Nicolas, c'est pour vous créer un peu de variation. Parce que l'appareil photo s'est éteint. On m'a posé comme question Instagram. J'ai demandé s'ils avaient des questions sur les documentaires. Louis m'a demandé quelle est la partie que tu apprécies le plus faire. Le script, le tournage, le montage. Le tournage. Moi, j'aime bien vivre les choses, tu vois, et être tout seul devant son ordi, c'est pas mon kiff. Être tout seul devant mon script, c'est bien, mais c'est pas mon kiff. Mais le tournage, t'es là, tu vis les choses, quoi. C'est là où ça rejoint un truc que j'aimerais partager dans une vidéo YouTube. Je sais pas si elle sera sortie d'ici là. Il y a un monteur qui est venu me voir à Marseille sur le docu de Charlie et il m'a dit: qu'est-ce que tu préfères, le tournage ou le montage? Et en fait, on pourrait croire que je disais le montage, mais je lui ai répondu le tournage. Mais pas parce que vraiment, en fait, factuellement, dans l'action, le fait de monter et le fait de tourner. Le fait de monter, c'est mieux, je préfère. Ça me procure plus d'émotions quand c'est seul avec moi-même. Tu vois, en gros, moi en train de tourner ou moi en train de monter, j'ai des émotions dans les deux énormément, mais monter, je kiffe plus ça. Il y a beaucoup plus de dopamine en moi. Par contre, c'est ce que je lui ai dit en fait, quand tu tournes, t'es plus dans ta tête, t'es avec les gens, t'es sur place, tu vis. Un monteur, et ça je me suis rendu compte il y a quelques temps, et ça m'a beaucoup remis en question sur ma carrière de monteur. Je me suis dit, j'adore monter, mais tu vis dans ta tête quand t'es monteur. Quand tu t'es 8 heures par jour devant ta timeline et tu vis des choses, quand tu communiques avec tes clients, tout ça, c'est dans ta tête ou à distance sur Internet. Et en vrai, il y a un côté de moi qui avait, depuis plusieurs années, d'où le fait que je me rapproche du cadrage et des docus, il y a un côté de moi qui veut rencontrer mes clients en vrai. Il y a un côté de moi qui veut rencontrer des gens en vrai, comme là, ce qu'on est en train de faire. Là, je le fais pour le kiff, on l'a souvent dit. Et c'est parce qu'on se rencontre en vrai, c'est parce que je passe du temps avec toi que je kiffe. Pas que parce que je suis filmé, tu vois. Et pas que parce que je suis en train de raconter, juste parce qu'on discute. Et il y a un autre fil à tirer qui est, en fait, il y a un monde où le script et le montage, c'est pas obligé que ce soit des aventures solo, quoi. Et donc là, ça demanderait aux monteurs de se réunir en vrai et colliver pendant des jours ensemble pour monter ensemble, quoi. Tu me tends des perches là, c'est ça? Oui, mais ce sera dans un autre épisode. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un sujet que j'aimerais aborder. Je sais pas si les autres monteurs vivent le même problème que moi. Je pense que oui, j'ai rencontré 2-3, mais tous, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai rencontré ce problème-là de j'aimerais exister plutôt que vivre. Quand t'es devant ton écran, tu vis, tu nourris. Ouais, mais je crois que c'est pour ça que je t'ai répondu le tournage tout de suite. Tu existes, quand tu vis, tu bouges, tu vois des choses, tu vis des émotions. Alors, c'est bête ce que je vais dire, tu vas dire c'est bizarre. Tu ressens l'air sur ta peau. Ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es chez toi, il y a vraiment rien qui se passe, il y a aucun événement. T'es dans ta tête, entre guillemets. Quand t'es dehors, tout se passe. Waouh, toi t'as dit juste le tournage, t'as expliqué quelques raisons, je suis parti dans une philosophie moi. Mais sinon, la deuxième question que j'avais, comment tu factures un docu? Ça, on en a un peu parlé, mais moi en tout cas, je peux parler que de moi avec du haut de mes 2 documentaires, 3 même. On a un budget de temps
Qu'est-ce que tu peux faire rentrer pour faire le meilleur docu possible? Et après, tu acceptes, oui, non, tu peux faire ci, ça. Je propose plusieurs, effectivement. La méthodologie, s'il y en a une, c'est de proposer plusieurs packages. Le prix que tu m'as proposé, je peux faire ça. Par contre, si tu rajoutes tant, il y aura ça en plus. Ça peut être, je sais pas, une interview en plus, un tournage en plus en extérieur, des b-rolls, etc. Et c'est là où ça rejoint nos conseils de savoir se vendre aussi. Parce que dire juste tu rajoutes une interview, ton client, il est peut-être pas éduqué à l'importance, tu vois. Tu leur dis, en fait, au prix que tu me fais là, moi là, je prends vraiment un exemple concret d'il y a encore un mois. C'est au prix que tu me proposes là, on peut faire rentrer 3 personnes. 3 personnes, c'est pas assez pour le message que vous voulez porter. Pour moi, je verrais bien une 4e personne. Mais par contre, ça coûte tant de plus. Et pareil, pour se faire mieux payer les cadrages, etc. Moi, j'ai souvent parlé ça avec mes proches et tout. Je me suis dit, c'est fou parce que mes clients, quand je vais les cadrer, certains me disent après le cadrage, ah mais c'est fou en fait à quel point t'avoir sur place c'est trop bien. Tu vois. Ah oui, ils s'en rendent pas compte forcément au début. Ouais. On se rend pas compte à quel point un cadreur c'est utile à partir du moment où tu t'en rends compte que quand tu l'as vraiment. Et sur le docu c'est pareil, enfin il faut savoir vendre ses prestats pour que des fois le client ne sait pas forcément l'utilité de ce que tu lui proposes. Tu lui proposes une interview, il sait pas à quoi ça, il va dire oui non mais c'est bon une interview on racontera autrement. Bah en fait. Et c'est la différence entre caractéristiques et bénéfices. Tu vois ça en marketing. C'est l'exemple typique, c'est l'iPod quand il est sorti et tous les lecteurs MP3, c'est tu vends pas un appareil de 128 Go, tu vends 1000 musiques dans votre poche. Tu vois c'est pas ça te dit la même chose. Par contre c'est pas du tout la même chose en termes de ça touche marketing. Les gens, ouais. Comment tu factures un docu? 10 mon taux horaire en montage et je dis voilà mes 2 précédents ils m'ont pris tant de temps. Voici les caractéristiques. Et si c'est ton premier? Ah bah mon premier j'ai juste dit on verra bien. Ouais, faut jouer le jeu à fond. Et Ulysse il a fait oui on verra bien. Je lui ai dit écoute pour le cadrage je sais pas trop. Il m'a proposé un prix, j'ai fait vas-y on tente ça. C'est pas un prix qui vaut peut-être tout le cadrage mais c'est un bon prix. J'ai fait vas-y. Voilà comment ça s'est fait. Et maintenant je pense que pour le montage, je suis sûr et certain, je vais continuer en taux horaire. 50 heures le premier docu d'Ulysse, je crois. Et là, on est à 60 heures, tu vois, ça peut varier de fou en fonction des caractéristiques. Le tournage, je pense que c'est compliqué à l'heure actuelle pour 80% des créateurs de contenu de payer un mec 3 mois chaque jour 360 € la journée, tu vois. Donc, faire plutôt un package et se dire, je suis aligné avec ce package et voir, tu vois. Voilà. Je pense que je le ferai comme ça, moi. Je pense. Bien, en tout cas, merci pour vos questions Insta. C'était chouette. Restez connectés. Cette fois-ci, je vous jure qu'il fera la story. J'y ai pensé, je l'ai pas fait. Vraiment, Bref. N'hésitez pas à les poster du coup à rester connectés à nos stories pour voir les questions Insta si vous voulez qu'on réponde à vos questions. On aimerait beaucoup faire ça parce qu'on aimerait que ça soit un peu plus interactif entre vous. C'est le début encore. D'où les problèmes de caméra, mais ça nous fait plaisir. Et c'était un chouette épisode encore une fois. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode Focus Speaking et on se retrouve au prochain. Let's go. Ciao tout le monde. Ciao.